Mesdames, Messieurs, bonjour. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'être de nouveau parmi nous pour cette deuxième épisode de votre émission Comme à la maison, une émission qui vous veut du bien. Alors laissez-moi d'abord vous dire un grand merci pour toutes vos marques de sympathie, vos encouragements suite à la diffusion du premier épisode. Et le principe est simple, nous sommes accueillis chez un ou une invitée qui nous ouvre son foyer et surtout qui nous ouvre son cœur. Comme la dernière fois, vous pouvez poser vos questions et faire vos commentaires sur YouTube, Facebook et sur la radio FSM, ainsi que sur notre nouveau compte Instagram qui diffuse tous le direct de cette émission. Que dire de notre invitée? Elle est authentique, juste, féministe, humaniste, passionnée, loyale, honnête, résistante, dévouée, fidèle, sincère, intègre, de confiance, empathique, combattante, engagée pour la justice et surtout hyper sensible. Nous allons faire ta connaissance et te découvrir au fil de l'émission. Mais tout d'abord, j'ai envie de dire bienvenue à l'émission chez toi, Isman. Merci Karim. Bonjour à toutes et tous. Salam alaikum. Merci pour l'invitation. Et juste un petit mot pour dire, tu as réussi un véritable tour de force en me faisant accepter de participer à une émission publique. En tout cas, c'est un plaisir et je te remercie infiniment pour ta confiance et d'avoir accepté cette invitation. Je sais combien ce n'était pas facile, mais en même temps, je te suis reconnaissant d'avoir accepté. Alors, pour apprendre à te connaître un petit peu, Isman, quand on préparait l'émission, tu m'as parlé d'une filiation où tu as une grand-mère qui est française, une maman qui est française. Tout ce monde-là est né sur une terre française. Oui. Donc, je suis française de longue date. Et même si je veux un peu remonter à l'histoire et dans l'histoire, clairement, voilà, cette appartenance française, je la vis de manière tout à fait naturelle. Et c'est pour ça que je suis toujours interpellée et un peu déstabilisée quand on m'interpelle sur un registre mes origines. Évidemment, je ne renie aucune de mes origines, j'en suis même très fière puisque je suis le produit de cette histoire, de cette trajectoire, de ce croisement d'identité et en même temps, voilà, française et plus précisément provençale. Oui, on va y revenir. On va y revenir parce que c'est quand même, il y a quelque chose à marquer là-dessus. Alors, tu m'as dit que ton papa, il était chasseur alpin Oui, à 16 chasse ans. À 16 ans. Oui. à 16 ans exactement. En fait, à 16 ans, il s'est enrôlé donc dans l'armée. Comme il était dans la région de l'Isère, vers Grenoble, Champs-Rousse, voilà toute cette région des Alpes, en fait, il est devenu chasseur alpin. Et donc, jusqu'à maintenant, voilà, quand on va visiter mes parents avec mes enfants, donc j'ai mon papa, que j'appelle mon papounet, qui montre donc les photos à tous ses petits-enfants, lui en tenue de chasseur alpin à la montagne, et il était basé à Champs-Rousse. D'accord. Eh ben, j'espère qu'il nous regarde et qu'il apprécie que tu l'appelles Papounet. Euh, et moi, ma fille, elle m'appelle Papounet aussi. Donc, tu vois, comme quoi. Ah, bah voilà. Dis-moi, Isman, ton papa, il a été recruté comme appelé de contingent à une époque Ouais, et tu m'as dit que c'était une histoire qui était assez douloureuse. absolument. Absolument. Je ne sais pas si nos auditrices et nos auditeurs connaissent l'histoire des appelés du contingent. Il y a eu une émission d'ailleurs qui est passée il y a quelques semaines sur Arte pour rappeler cette histoire douloureuse, douloureuse à plus d'un titre concernant en tout cas mon papa, parce que d'abord il était très jeune, il avait 16 ans, et les appelés du contingent, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas cette histoire particulière, ce sont des jeunes donc militaires qui ont été mobilisés, donc mobilisés de force, hein, mobilisés afin d'être envoyés en Algérie pour une mission qu'on appelait de maintien de l'ordre ou de pacification. Donc déjà,
pour des jeunes soldats, de jeunes militaires français. C'était déjà quelque chose qui allait devenir quelque chose de très douloureux, parce que on entend maintenant le témoignage de ces appelés du contingent, c'est une histoire douloureuse parce qu'ils ont vécu des choses atroces. Et vous comprenez bien que pour mon papa, qui est d'origine algérienne, être un appelé du contingent envoyé dans son pays avec l'uniforme français contre ses frères, initialement, c'est une double fracture. Et jusqu'à maintenant, je sais quand mon père nous parle de cette période où à 16 ans, il a été envoyé donc en tant que chasseur alpin pour cette soi-disant mission de maintien de l'ordre en Algérie. Il n'avait pas compris de même que ses camarades qu'il allait s'agir véritablement en fait d'une guerre et d'une guerre de colonisation et qu'il allait s'agir donc de mater une révolution. Et donc, il s'est retrouvé en Algérie dans ce contexte donc d'appel du contingent de l'armée française et face à toutes les contradictions et par la suite les ignominies que justement ont généré cette fameuse guerre d'Algérie que lui a toujours appelée révolution algérienne. Et évidemment, le choix s'est fait très vite, le choix de la loyauté, le choix de la loyauté entre son pays d'origine, le pays de ses parents, de ses grands-parents, donc de sa filiation, et évidemment le pays pour lequel il s'était engagé dans l'armée. Et ce qui va le mener très vite à faire, en fait, c'est un non-choix parce que finalement, c'était soit il refusait, et dans ce cas-là, il était passé par les armes, tout simplement, soit il faisait ce qu'on lui demandait. Et le choix en fait qui s'est présenté à lui, c'est finalement, en tant qu'appelé du contingent, c'est travailler pour la révolution algérienne et encourir la prison, puisque au final, il a été emprisonné. Il a été emprisonné donc et emprisonné donc en Algérie et après renvoyé en France où il a fait de la prison également. On comprend que tout ça a dû avoir un impact sur ce que tu es aujourd'hui, ta vision du monde, puisque tu as grandi un petit peu dans cette histoire. Et on y reviendra, on va débattre sur pas mal de sujets et tu auras l'occasion de revenir un petit peu sur ça. Alors, la semaine dernière, si tu as regardé l'émission, notre Oui, invité, Serge Zarq, il nous a parlé de Lens, de sa ville de oui. cœur. Et il nous a parlé que quand on arrive dans le nord, ce qu'on appelle le schnorr, entre guillemets, on braille deux fois. D'accord. Et j'avais envie de dire aujourd'hui, est-ce que quand on quitte Tarascan, on braille aussi plusieurs fois? Alors, pour nos auditeurs, quand on discutait, tu m'as dit, et tu m'as toujours dit d'ailleurs que Tarascan, c'est le plus bel endroit du monde. Tu es Ah oui, resté jusqu'à tes 11 ans et tu nous as parlé aussi de cette fameuse Tarasque. Je te laisse regarder cette photo et la commenter, puisque je crois que tu as des souvenirs là-dessus. bah oui, la Tarasque. Alors la Tarasque, moi j'ai grandi avec la Tarasque. Pourquoi? Parce que donc nous habitions à Tarascon. Nous avions une maison, la maison au Lila, on l'appelait comme ça. Et ma grand-mère, paix à son âme, elle habitait juste en face du château du roi René, le fameux château de Tarascon du roi René. Et en face, c'était en fait un espace de manoir. Et dans ce manoir, au rez-de-chaussée, on stockait la tarasque. Alors, c'est quoi la tarasque? La tarasque, en fait, c'est un animal mythique, préhistorique, très particulier, qui ressemble d'ailleurs à un dinosaure, et donc qui avait une grande gueule ouverte et qui avait des pics rouges sur le dos. Et cette tarasque, en fait, chaque année, on la sortait à un jour précis et donc, les hommes et les femmes étaient habillés dans le costume traditionnel provençal. Et on baladait la Tarasque au rythme des tambours, des tambourins, des cris de joie, des chants des enfants, dans tout Tarascon.
Et donc, cette Tarasque, moi, en fait, elle m'a terrorisée pendant toute mon enfance. Parce que pour accéder en fait à la maison de ma grand-mère dans ce manoir qui était situé à cet endroit où était stockée la Tarasque, il fallait que je passe devant cette Tarasque. Voilà. Alors parfois avec mes parents, parfois avec mes frères et sœurs, parfois toute seule, quand j'étais un peu plus âgée quand même. Et je crois que le point d'orgue le plus atroce en fait de ces souvenirs, c'est le jour où mes parents m'ont déposé devant la maison de ma grand-mère, m'ont laissé rentrer, mais ils ne se sont pas assurés que ma grand-mère était présente ce jour-là. Et donc, je suis restée pendant quelques longues minutes, qui pour moi m'avaient semblé des heures, hein, en tête à tête avec cette Tarasque, qui m'a traumatisée, mais que depuis maintenant, en grandissant, j'ai appris à apprivoiser et elle fait partie de mon histoire. Très bien. C'est tellement bien raconté. Merci de ce partage, Ismaël. Alors, tu es ici d'une fratrie de trois frères, trois sœurs, Ouais. et tu es la grande sœur. La Oui, grande sœur. Mais par contre, tu m'as expliqué que dans ta famille, tu n'as pas dû endosser ce rôle de grande sœur. non, non, pas du tout. On a vraiment été élevés, éduqués, on va dire, si vous me prêtez l'expression, on va dire sur un plan horizontal. Ou alors dans un cercle vertueux. En fait, nous étions trois frères et trois sœurs. Et comme nous nous suivons beaucoup, hein, parce qu'on a entre moi, la deuxième, le troisième, il y a un an de différence. Après, il y a 2 ans et ainsi de suite, jusqu'à mon petit frère Fouad, le dernier. Et donc, j'ai jamais ressenti le fait que j'étais l'aînée. Et mes parents, ou même ma famille, mes grands-parents, ne m'ont jamais fait ressentir que j'étais l'aînée. La seule chose que j'ai ressentie quand j'étais petite, c'est que vraiment, j'étais adulée en fait, parce qu'il se trouve que j'étais la première enfant de toute cette grande famille. Donc voilà, la responsabilité en général qui pèse en termes de modèle, en termes de, on va dire, de devoir, d'exemplarité, je ne l'ai jamais ressenti et mes parents ne me l'ont jamais fait ressentir. C'est bien. Eh ben, voilà, c'est un beau partage. Euh, Ismaël, sur ton parcours, après, je pense que tu es remonté à Paris. Oui, Alors, j'arrive pas à dire de ta campagne parce que forcément, Tarasque, ah c'est le plus non, bel endroit du monde, donc c'est pas du tout de ta campagne. Donc, tu as été à Paris et tu m'as dit que tu avais beaucoup aimé ta vie d'étudiante parisienne. Tu as fait un doctorat en relations internationales et géopolitique, puis après un magistère à l'IEP, donc Sciences Po Paris. Et donc, je te repose la même question que j'avais posée la dernière fois, Beaux-Arts. Alors, déjà, est-ce que ça valait le coup de faire des études langues? Et puis, c'était ce passage de Tarascon, qui est reste quand même une petite ville, vers cette capitale et l'effervescence qu'il y a dans cette capitale. Et tu arrives pour faire des études qui sont assez longues. Qu'est-ce que quel a été ton retour d'expérience par rapport à ça? alors, premier retour d'expérience, c'est vrai que quand on passe de Tarascon, qui est quand même un microcosme, hein, je veux dire, à Tarascon, même maintenant, quand j'y retourne, tout le monde se connaît, les familles se côtoient, on connaît plus ou moins, voire plutôt plus que moins, les histoires familiales. Donc voilà, il y a un ancrage, un microcosme très intimiste, très protecteur, où en plus, ne serait-ce que par rapport en fait à l'urbanisme, la surface, le territoire. Donc voilà, je veux dire, on traverse Tarascon à pied, on met quoi, aller vraiment 10-15 minutes maximum, hein. Et donc, moi, je monte de Tarascon et après Avignon à Paris. Clairement, c'est le choc culturel. Choc culturel en termes d'envergure, de territoire, en termes de densité de population, en termes aussi de train de vie. Moi, j'étais effarée. Je comprenais pas pourquoi tout le monde courait, en fait. Maintenant, je le comprends, puisque maintenant, je cours aussi. Donc vraiment, quelque chose qui m'a vraiment ébranlée, mais vraiment au niveau des tripes, hein. C'était vraiment tripal. Et avec ce sentiment, en fait, de l'abandon, c'est un peu fort, mais de quitter quelque chose qui m'a construite, qui m'a accompagnée.
durant voilà ces 17 ans entre Tarascon et Avignon et enfin, l'immensité, c'est bouleversant l'immensité. Et donc du coup, ce que je faisais pour pallier avec mes sœurs à ce manque et à ce fossé entre voilà notre histoire, notre enfance et des souvenirs merveilleux que j'y ai, et c'est pour ça que je ne peux pas m'empêcher d'y retourner. Et ben, je vous assure, tous les week-ends, Karim, d'accord, pendant au moins la première année, tous les week-ends, on prenait le TGV et on descendait dans le sud. Et je pense que c'est ce qui m'a aidé, qui nous a aidé à nous acclimater et à nous adapter à notre nouvel environnement. Sinon, autrement, je pense que ça n'aurait pas, enfin, c'est pas que ça n'aurait pas été possible, mais ça aurait été encore peut-être plus douloureux, plus difficile. Et, euh, et du coup, ce qui m'a aidé aussi, c'est que moi, j'arrive donc, voilà, je suis inscrite, enfin, je ne suis même pas inscrite, c'est mon père, pour vous dire, qui m'a inscrite à la Sorbonne. Donc voilà, parce que c'était très familial aussi le cocon à Tarascon et à Avignon. Donc c'était mes parents qui faisaient les démarches pour nous, même si j'avais 17 ans. Et là aussi, alors démarre une nouvelle page de mon histoire que j'ai, dont je garde des souvenirs impérissables et voilà, qui me prennent au cœur quand je les évoque. Mais c'est ma vie d'étudiante, une vie magnifique, merveilleuse, épanouissante à la Sorbonne, dans le quartier latin. Voilà, et avec un cursus, voilà, donc histoire, double cursus en fait, hein, histoire, géographie, après géopolitique, après donc Sciences Po Paris pour un magistère, et après un doctorat de relations internationales et géopolitique. Et c'est des années fabuleuses. Et c'est pour ça que j'ai embarqué mes enfants dès que j'ai pu au quartier latin pour qu'ils s'imprègnent aussi de cette beauté, de cette émulation intellectuelle et académique du quartier latin. Ah ben voilà. Je pense que tu as donné à nos enfin, à nos téléspectateurs l'envie d'aller découvrir, pour ceux en tout cas qui le connaissent pas. Dans le cadre de tes études, tu as été amené à pratiquer, je pense, l'anglais. Et aujourd'hui, on se rend Oui. bien compte que ne, ne pas parler anglais, c'est quasiment un handicap. Je te laisse regarder cette photo. Je crois que c'est dans un rassemblement Against Racism, je crois, où tu Ah devais oui, intervenir en anglais. oui, oui. L'idée, c'était je pense qu'aujourd'hui, je voulais juste avoir un petit retour de ta part, parler l'anglais, ça ouvre pas mal de portes et ça donne Oui, des opportunités. absolument, tout à fait, oui. Alors ça, c'est une intervention que j'avais faite à Londres il y a 2 ans, c'était avant le confinement, dans le cadre de la dynamique Stand Up Against Racism. Et il se trouvait que normalement, on m'avait prévu en fait une traductrice. Mais la traductrice n'était pas tout à fait. Alors, elle était au point côté anglais, plus ou moins côté français, mais ce qui manquait, c'est en fait le match entre, parce que pour traduire des concepts et des notions que je devais mobiliser justement dans une assemblée où il y avait des centaines et des centaines de personnes, du monde entier d'ailleurs, en fait, ben, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis lancée parce que c'était malgré la traduction, je trouvais que la traduction, en fait, bon, c'est très bien que traduire, c'est trahir. Voilà, donc tu l'as très bien dit, Karim, mais actuellement, dans le monde dans lequel nous vivons, l'anglais est incontournable. Alors tout de suite après, je vais dire l'arabe aussi, parce que avec l'anglais, l'arabe, c'est une des langues, en fait, un des véhicules, en fait, qui permet de se faire comprendre dans le monde entier. Et l'anglais, moi, c'est pour ça que déjà, très petit, que ce soit d'ailleurs pour mes enfants ou mes neveux, mes nièces, j'ai toujours, en fait, pas milité, mais en tout cas, je les ai vraiment encouragés pour développer en parallèle du français vraiment la pratique de l'anglais, parce que c'est la langue, et dans beaucoup de secteurs, hein, secteurs maintenant, puisqu'on parle finance, géopolitique, géostratégie, l'anglais est incontournable. Et tout de suite, quand je dis ça, j'ouvre une parenthèse pour dire que malheureusement en France, l'enseignement de l'anglais est très en deçà de ce qui se fait dans les autres pays, puisque dans les autres pays, de manière majoritaire, là je parle pour les pays européens, l'anglais en fait
se pratique dès la maternelle jusque très tard dans les études. C'est pour ça qu'on a des enfants, après des élèves qui sont complètement bilingues. Exactement, Donc oui, exactement. Très bien. voilà. Ismahan, abordons un petit peu ton parcours professionnel. Ouais, Tu es aujourd'hui formatrice en école de journalisme, mais avant ouais, d'être formatrice, tu voulais être journaliste, avocate, et je pense le plus intéressant, c'est que tu voulais même être archéologue. ouais, ouais. Ah oui, là, tu me renvoies, tu me renvoies à loin. Quand je faisais mes études, et c'est vrai que par rapport à ce que je fais maintenant, on dirait, mais il y a une petite dissonance parce que j'ai fait un bac C. À l'époque, c'était pas bac S, c'était bac C. Donc scientifique. Et c'est vrai que en étant dans un bac scientifique, j'étais particulièrement en fait stimulée par les matières littéraires et en tête la philosophie. Et donc, je me rappelle que par rapport à ce que je voulais faire, parce que je vous ai dit que j'avais fait des études d'histoire aussi, hein. Donc, il y a, malgré en fait cette espèce de disparité qu'on pourrait appréhender comme ça, il y a une cohérence. Donc, archéologue, l'histoire. Moi, j'ai toujours été passionnée par l'histoire. J'ai été baignée très tôt dans une famille avec mes parents, mes grands-parents. Enfin, les sujets de conversation à la maison, c'était les sujets d'histoire, évidemment les sujets de politique. Et donc voilà, donc l'archéologie, ça me passionnait. Donc évidemment, j'ai regardé tous les épisodes d'Indiana Jones. Donc avocate. Alors avocate, au départ, je sais que j'étais passionnée en fait par les plaidoyers et la plaidoirie. Moi, je voulais vraiment, voilà. Bon, peut-être qu'on en parlera très tôt. J'ai été aussi déléguée d'un syndicat étudiant qui est actuellement malmené, et j'étais toujours en fait la défenseur, voilà, de l'opprimé ou alors de celles et ceux qui subissaient une injustice. Donc là, donc voilà, vous comprenez pour celles et ceux qui me connaissent pourquoi avocate. Et journaliste, bah, il y a une cohérence aussi parce que moi, le journalisme, c'est la personne, même actuellement, c'est la personne en fait qui va chercher les informations, qui met les personnes en lien, qui commente l'actualité, qui rend compte de l'actualité, qui visibilise en fait des choses, des causes, des informations qui sont pas visibles pour le commun des mortels. Donc voilà, c'est un peu tout ça que je voulais faire, que je voulais être en fait. Voilà. Et donc ça finira par, par au début un poste d'enseignement, puisque tu as enseigné un petit peu avant de démissionner de l'enseignement. Et on reviendra parce qu'il y avait aussi une question de choix de porter le foulard, on le commentera un petit peu plus tard. Et pendant 10 ans, tu t'es arrêté pour Ouais, éduquer tes enfants. 10 ouais, ans. ouais. Alors, Bizarre. tu t'es pas arrêté, hein, c'est peut-être une erreur de dire que tu t'es arrêté puisque tu as été complètement investi autrement dans cette éducation de tes enfants. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette période de 10 ans? 10 ans, 10 ans, là aussi très intense. Vraiment, je le dis sincèrement, je remercie Dieu des privilèges en fait et qu'il m'a offert de pouvoir vivre mes choix de vie de manière aussi intense en fait et parce que ça a toujours en fait correspondu à des choix, vraiment des choix en pleine conscience, en toute conscience et pas par défaut. Et donc, 10 ans, pourquoi? Alors moi, c'est vrai que j'avais pas misé sur 10 années, mais dans mon projet de vie, depuis très longtemps, quand je rêvais encore au prince charmant et au jour où j'allais me marier, j'avais en fait, j'avais déjà élaboré un projet familial, un projet de couple évidemment, hein, parce que mon prince charmant, il avait déjà un certain nombre de critères que j'allais dans l'avenir checker, checker. Et mais j'avais un projet familial. Voilà. Mon aspiration à devenir mère, euh, c'était quelque chose de fort qui m'animait, mais en même temps, j'avais un projet pour mes enfants. Voilà. Je voulais vraiment alors quand je dis, c'est pas style une programmation où il faut vraiment cravacher pour que voilà ils aient ça, ils fassent ça. Non, mais vraiment pour que qu'ils puissent en fait déployer euh,
toutes les capacités, le potentiel et les aptitudes que Dieu aura mis en eux. Et de ce point de vue-là, je me suis dit, et ça vraiment, je l'ai dit, et même encore maintenant, je le répète, hein, je le répète, je le dis. Alors à l'époque, je disais, quand j'aurai des enfants, d'accord, c'est moi et moi seule qui les éduquerai, qui les élèverai, qui les accompagnerai. D'ailleurs, quand je dis ça, je suis émue. Et je l'ai toujours vécu comme ça. Et c'est pour ça que je me suis dit, quand j'aurai mes enfants, j'arrêterai tout ce que je fais professionnellement pour me consacrer à eux et voilà, à leur faire découvrir le monde, à les outiller intellectuellement, humainement, spirituellement. Et bah, finalement, il a fallu 10 ans pour mettre en œuvre tout ça avec mon mari. Et, euh, et je le dis, même s'il y a des moments, ça a été difficile, parce que c'est difficile d'être parent, parce qu'on ne naît pas parent, on le devient, on l'apprend sur le tas. Et je ne regrette aucune, ne serait-ce aucune seconde, aucune minute de ce que j'ai mis en œuvre, de ce que nous avons mis en œuvre avec mon mari pour faire en fait les formidables les adultes, jeunes adultes qui sont maintenant. Oui, justement, justement. Donc, c'est les trois enfants qui deviennent trois ados, puis après qui deviennent trois grands, et notamment, bah, les grands, à un moment donné, ils se marient et ils Ouais, quittent, ils quittent le nid. Et alors, quand on a parlé de ça, parce que émotionnellement, bon, je pense qu'on a tous vécu ça, donc on sait un ouais. petit peu ce que c'est, mais toi, tu m'as dit que ça a été quand même alors, j'utilise ton mot, tu as dit c'était un geyser émotionnel. Ah oui, vraiment. Ah oui, un geyser émotionnel parce que même si on se projette, parce que évidemment, quand on élève des enfants, on éduque des enfants, là, je parle, il y a sûrement plein de papas, plein de mamans. Euh, on est bousculé, on est animé par une multitude d'émotions et avec lesquelles il faut composer, il faut se poser, il faut grandir aussi avec ces émotions. Et quand je, mais, et je me dis, bah finalement, j'avais beau me dire oui que je vais me préparer émotionnellement, même spirituellement ou à tous les niveaux, à déjà les voir grandir, parce que même quand ils grandissent, déjà c'est un bouleversement émotionnel. Mais marier un de ses enfants, je pensais pas que ça allait susciter un tel bouleversement intérieur, un tel geyser, une telle éruption en fait émotionnelle, mais véritablement. Hein. Et je sais que bah, 6 mois après le mariage de ma dernière, de ma nounousse, comme je l'appelle, Nusseïba, enfin, oui, je commence à peine à, à m'en remettre, mais dans le sens à apprivoiser en fait ses émotions, cette nostalgie par rapport à ce chemin de vie partagé depuis qu'elle est bébé, depuis qu'elle était dans mon ventre, enfant, après adolescente et maintenant jeune femme mariée de 22 ans. Et alors, voilà, après le choc du mariage, qui est par ailleurs un événement magnifique et merveilleux que je souhaite à tous les parents, hein, c'est pas la question. Mais il y a eu deux chocs en fait. Le choc du mariage et après le choc de la distance. Parce Ben que oui, ma petite fille, voilà, ma petite fille, elle est à 600 kilomètres, elle est à c'est la frontière. ça. Alors Ismaël, parce que le temps file à Oui, toute vitesse, et, oui. c'est vrai que tu parles de toi, mais tu m'avais aussi commenté que bah, le papa, il n'était pas en meilleure forme non plus. Ah oui, exactement. La différence entre le papa et moi, c'est que moi, j'ai volontairement à certains moments, involontairement à d'autres, parce que c'était une tempête en fait émotionnelle. Donc, je sais pas, moi j'étais en train de lire un livre ou parler à ma mère ou parler à mes enfants, et hop, les larmes coulaient à flot indépendamment de ma propre volonté. Et je disais, mon cœur était était tellement en fait au bord des larmes, en fait, qu'il pleurait malgré mon autorisation. Et mon mari, ça s'est traduit autrement. Mon mari, en fait, il s'est, alors je vais pas tenter un préjugé ni pour essentialiser la jante masculine.
Mais j'ai l'impression que les hommes, ils sont plus dans la retenue, plus dans la pudeur, dans la non-démonstration. Et mon mari, en fait, c'est comme si en fait il s'était mis en retraite. En fait, il s'est retiré à l'intérieur de ses émotions. Et pendant des semaines, bien sûr qu'on continue à communiquer, à discuter, mais c'est comme s'il était absent en fait, et il vivait en fait cette sorte de deuil à sa manière. Donc moi j'ai fait en sorte de le respecter, hein, parce que je sentais bien que voilà, l'émotion était là, palpable, elle était palpable, elle était prégnante, mais que c'était sa façon en fait de faire le deuil de sa petite fille en fait. Oui, c'est ça. Bah, en fait, pour rassurer nos téléspectateurs, c'est de dire que tout ça, c'est Ouais. magnifiquement vécu, hein. C'est des choses qui sont Oui, de absolument. la vie. Ouais, Ils sont pas handicapants. C'est des choses qui pas passent. du tout. Et voilà, c'est des étapes qu'on raconte après, comme ça, avec émotion. Mais ça Ouais. signifie qu'on a des cœurs, voilà, qui sont vivants et qui battent. Et Oui, heureusement. bien sûr. Et ça dit quelque chose aussi, surtout sur la relation avec nos enfants. Parce que s'il se passait rien, c'est ça qui serait interpellant. Mais voilà, le fait de vivre des émotions, la joie, parce que la joie d'un mariage, la joie d'une rencontre avec une autre famille, la joie de voir nos enfants sortir de notre giron, parce que finalement, qu'est-ce que c'est l'éducation, si ce n'est en fait leur donner des outils pour se construire leur propre chemin de vie, leur propre mission de vie. C'est magnifique. Et mais c'est ça en fait, c'est cette articulation entre des émotions fortes et la joie. J'ai même pleuré de joie à certains moments, hein, comme j'ai pleuré d'émotion. Et il y a de la tristesse, il y a de la nostalgie. Mais, comme tu dis, Karim, c'est un processus tout à fait naturel et à qui il faut laisser le temps, en fait, d'évoluer pour justement apprécier chaque étape qui va venir par après. Voilà, très joliment dit. Juste avant la pause, puisqu'on on fait une petite pause, j'aimerais dire quelque chose que tu m'as dit, avoir transmis à ton gendre, et on finira sur ça. Tu lui as dit, le fait que ma fille t'aime, je t'aime déjà. Ah oui, absolument. Ah, moi, je sais que quand ma fille, voilà, est venue me parler enfin, de cette rencontre, hein, de cette rencontre. Après, on a échangé, on a construit petit peu à petit peu comment. Et je me rappelle que le jour où mon gendre, que j'adore bien mon gendre est venu à la maison avec ses sœurs et frères, ses parents, donc pour faire la demande officielle de ma nounours, de la princesse. En fait, il faisait la main. Le prince venait demander la main de la princesse. Voilà, donc à un moment donné, je me suis adressée à lui et je lui ai dit tout ce que alors, il s'appelle Youssef. Tout ce que je te demande, Youssef, c'est de respecter en Nuseïba d'abord le dépôt divin qui est en elle et, et en fait de respecter sa dignité, son honneur, ce qu'elle est, la beauté de sa personnalité et que nous avons essayé en tout cas, plus qu'essayé avec son père et même ses frères et sœurs, voilà, de mettre en œuvre. Et je lui ai dit en tout cas, la chose que je peux te dire, et je l'ai regardé droit dans les yeux, et je lui ai dit, c'est que je t'aime du seul fait que ma fille t'aime. Et j'avais besoin de le dire parce que non seulement c'est vrai, c'est ce que je ressentais, mais parce que je sais pas moi, le gendre. Alors, juste pour l'anecdote aussi, Karim, ça je te l'avais pas dit, c'est que quand je dis voilà, je lui dis j'ai un fils et deux filles, je dis voilà, tu deviens mon deuxième fils. Alors après, mon fils m'a dit, maman, je suis ton seul fils et je resterai ton seul fils. Et ben voilà, sur cette belle anecdote, on fait notre petite pause. Alors, ne partez pas parce qu'on vous a concocté pour cette petite pause un best-of de l'épisode précédent. Si vous l'avez déjà regardé, ben vous allez voir les meilleurs moments. Si vous ne l'avez pas regardé, ben ça sera l'occasion peut-être de vous donner envie de le regarder. On se retrouve juste après. Restez avec nous, à tout de suite. Nous reprenons notre direct. Isman, tu as vu un petit peu le best-of de la Ouais. semaine dernière et donc je pense que tu seras dans le best-of de la semaine prochaine.
Alors, je voulais qu'on parle un petit peu de questions qui te tiennent un peu à cœur, toutes ces questions d'engagement, de citoyenneté. Mais on va les aborder un peu de manière un peu anecdotique. En allant un petit peu chez toi, je crois que tu m'avais raconté que toi voilà, qui réclamais d'ailleurs dès le départ, tu t'es réclamée comme étant citoyenne française depuis 3 générations. Et un jour, apparemment, tu as fait une découverte en rentrant dans la chambre d'un de tes enfants, mais après de découverte en découverte, tu as découvert ça dans la chambre des 3 enfants. Ah oui, ça c'était savoureux. Parce que bon, avec mes enfants, on est toujours en train de parler, bon, toujours déjà tout petit, hein, des sujets d'actualité, de n'importe quel sujet. Et un jour, je sais pas ce qui s'est passé, parce que j'ai pas, parce qu'en fait, j'ai pas saisi le déclic, ou en tout cas la bascule. Et je rentre dans la chambre de ma grande fille et je vois, mais alors bien visible, bien en évidence, le drapeau algérien. Et j'ai dit, d'accord, ok. Et en allant dans la chambre en fait des autres, en fait, je vois, en plus c'était le même drapeau, c'est ça qui est étonnant. Je sais pas du tout où c'est qu'ils l'ont acheté, où ils se l'ont procuré. Et donc tous les trois, en fait, ils avaient décidé à partir de ce jour-là d'arborer le drapeau algérien dans leur chambre. Donc j'ai dit, alors, première réflexion que je me suis faite, un Algérien, voilà, Algérien un jour, Algérien toujours, hein, ça coule dans, ça coule dans le sang, voilà. Pour celles et ceux, on en parle souvent avec les amis, les collègues, ou même avec les sœurs et les frères. On voit des drapeaux algériens partout, même dans des endroits où ça ne concerne pas l'Algérie. Donc je me suis dit, eh ben, voilà, démonstration faite et vérifiée avec mes enfants. Tout ça pour, en fait, l'idée, c'est de revenir sur cette question de la liberté d'expression que nous donnons à nos enfants pour qu'ils puissent être authentiques et eux-mêmes et qu'on puisse nous Ouais. accueillir à la maison tout ce qu'ils sont pour qu'ils ne deviennent pas des personnages qu'ils nous font croire parce on n'a pas créé cet espace où on leur dit bah, venez déballer et puis on discute et on échange ensemble. Ça, c'est essentiel et vraiment, c'est vraiment un des viatiques, en tout cas, un des viatiques dans notre famille, c'est que euh, on a toujours, avec mon mari, on a toujours conçu le cercle familial comme un cercle, en fait, d'autorisation à dire, donc à se livrer, sur tous les plans, que ce soit des préoccupations, des interrogations, des réflexions, des contradictions, des interpellations, des désaccords, des divergences. Et ça, vraiment, c'est quelque chose, mais vraiment qu'on a cultivé depuis que nos 3 enfants sont vraiment tout petits. Parce que pour nous, il était essentiel que ce que moi, ça fait longtemps que j'ai appelé ça le cercle de confiance, le cercle d'intimité, le cercle d'amis intimes, d'accord, ce soit ici à la maison, pas dehors. Parce que en ayant cette force à la maison où ils sont eux de manière authentique, y compris même si nous ça nous dérange, ça nous bouscule, ça nous met en colère, ça nous interpelle, ça nous blesse, il est indispensable en fait que les fondations soient tellement solides que finalement, à l'extérieur ou ailleurs, et je n'oppose pas les deux, hein, d'accord, Oui. c'est vraiment en fait des vases communicants. C'est pas ici l'intérieur contre l'extérieur, hein, ou l'extérieur contre l'intérieur. C'est que les fondations se construisent en fait dans le cocon familial de manière à tout ce à quoi ils ont été et ils seront confrontés dans leur vie de tous les jours, professionnelle, relationnelle, à tous les niveaux, ne les ébranle pas, ne les casse pas, ne les blesse pas. Et ça, ça vraiment, c'était un des axes sur lesquels qu'on a construit vraiment en tant que couple avant d'être un couple parental. Très bien, merci Ismaël. Revenons à toi et à ta pratique religieuse, parce qu'il y a une belle histoire derrière tout ça. Alors, parce que le temps, il file, c'est impressionnant comment ça va très vite.
Tu m'as parlé que ta première inspiration était ta grand-mère, c'était une femme pratiquante. Et puis après ces histoires de croyance en Dieu, tu as eu une petite anecdote à l'école que j'ai intitulée de, alors j'espère que je vais bien le prononcer, de Christophe à Krishnamurti. Très bien, c'est ça. Oui, 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 absolument. Alors, Christophe, c'est qui? C'était quand j'étais au lycée. J'étais toujours avec. C'était les deux Christophe, en fait, hein. Il y avait deux Christophe et c'était les deux. Et en fait, avec les deux Christophe et moi-même, nous étions le trio. Alors, ça dépend comment nous appeler les élèves, parce que les élèves peuvent être très cruels. Et ils nous appellent, alors, tantôt le trio, pardon, en ton expression, hein, le trio des bouffons. Voilà, parce qu'on était les trois. On était toujours premiers de la classe ex aequo. Et un des deux Christophe, en l'occurrence, il avait une pratique spirituelle et on était toujours dans des échanges philosophiques à bâton rompu, que ce soit d'ailleurs en cours de philo ou même pendant les interclasses. Et un jour, il m'a posé cette fameuse question qui est venue percuter en fait mon cheminement spirituel et ma quête de sens. Et il m'a dit, Ismaël, il m'a dit, est-ce que tu crois en Dieu? Et là, je dois dire que c'est la première fois en fait que quelqu'un verbalisait une question qui m'habitait depuis longtemps. Et parce que oui, ma grand-mère pour moi a été un modèle parce que de spiritualité, voilà, parce que enfin, de ses 7 ans, elle est décédée, paix à son âme, à 87 ans. Donc 80 ans de prière, de pratique, de sagesse. Et donc, quand Christophe m'a posé cette question, j'ai été incapable de lui dire oui, je crois en Dieu. Pourquoi? Parce que pour moi, il y a une question de cohérence. Je ne me sentais pas habilitée et légitime à dire que je croyais en Dieu alors que je ne pratiquais pas. Donc, je ne priais pas, entre autres. Et en même temps, il m'était impossible de lui dire que je ne croyais pas en Dieu parce que je sais que j'étais habitée par Dieu depuis déjà très, très longtemps, mais que j'étais en recherche, en fait. J'étais dans un espèce de voyage initiatique de quête de sens. Et pourquoi Krishnamurti? Donc voilà pour Christophe. Et maintenant pour Krishnamurti, parce qu'en fait, Krishnamurti, en fait, comment on pourrait l'appeler? Il est d'origine indienne. Et en fait, c'est pas un savant, c'est un sage qui a écrit beaucoup de livres et que d'ailleurs j'invite les téléspectatrices et les spectateurs pour leur culture générale, mais pas que, sur le registre aussi de cette spiritualité particulière, à aller lire. Bon, c'est des pavés à chaque fois, mais je crois qu'il fait des podcasts aussi, hein. Il est toujours vivant. Et lui, Christophe, en fait, il lisait des pavés de Krishnamurti et il m'a passé un de ces pavés. Et j'ai commencé à le lire et en fait, je l'ai dévoré. Et du coup, ma quête initiatique, ma quête de sens n'a fait qu'aller en grandissant, en fait. Oui, ben on va en parler juste après. Alors, on a une petite surprise pour toi. On Ah, a quelqu'un qui voudrait intervenir pour faire un témoignage justement sur cette quête de spiritualité. On revient juste après pour ah bon. continuer ce petit chemin avec toi. Allez. Salam Alors, moi, alaikum. avec le cerveau, Tu croyais pas t'en sortir? ça à boire. Ah bah, écoute, hein, comme on dit, barouh بالدم, hein. Mais comment ils ont fait pour le trouver? Ah là là, si tu savais. Ils sont venus me chercher jusqu'à l'hôpital, Smaël. Ah là 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 là. Comment tu vas? Ça va très bien, merci ma chérie. Alors pour tous les Bon, ben, spectatrices et les spectateurs, c'est un de mes trésors rares, Sabah. Et il n'y a que moi et son mari sur cette terre qui l'appelons Sabah. C'est ma Sabah. je te remercie, Trésor, en tout cas, que je te renvoie. J'ai été sollicitée et j'ai répondu très vite favorablement à Smahed parce que, et en voulant t'honorer plus que dans ton engagement de tous les jours que tout le monde connaît,
Peut-être que les gens connaissent moins, c'est la femme de tous les jours, l'amie sincère. Ce que j'aime et j'apprécie beaucoup chez toi, c'est que tu as en amitié, en sororité, autant comment je dirais, autant d'amour, autant d'engagement et autant de principes quand tu donnes ton amitié et quand tu l'offres que dans tes combats. Et ça, je pense que c'est très important aujourd'hui. Et tu as toujours aussi l'art de voir à travers les autres leur âme. Et ça, c'est une qualité rare chez les gens d'aujourd'hui parce que on est tout le temps aussi dans le paraître. Et ce que j'ai beaucoup appris avec toi depuis ces longues années, c'est vrai que à chaque fois qu'on me demande de citer depuis combien d'années je te connais, à chaque fois, je te dis 10, 20, 30, 40. Et c'est vrai que j'ai ce sentiment que voilà, il y a des gens qui comptent en années. Moi, je pense que je compte en âme-lumière. J'arrive pas à comptabiliser depuis quand on est connecté d'une à l'autre. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que tu es une femme qui s'engage au quotidien aussi bien auprès de la personne la plus faible comme de la personne la plus forte. Tu n'as pas peur d'affronter les grands de ce monde. Et ça, c'est vrai que c'est assez fort parce que ce qui t'anime au quotidien, et c'est ce que j'ai toujours apprécié chez toi, c'est cette notion de justice, d'équité même, et quel que soit le paraître de l'individu, où qu'il se situe, que ce soit au niveau religieux, que ce soit au niveau philosophique, que ce soit au niveau de l'étiquette, du sexe, du genre, tu arrives vraiment à transcender le divin où que tu sois, et ça, c'est une qualité rare, je pense qu'on n'a pas aujourd'hui. Alors, je suis pas objective, c'est sûr, mais moi, je te connais tellement depuis de nombreuses années. Je t'ai accompagnée dans tes chemins sur le terrain et justement j'ai pu voir que derrière cette femme qui a une force vive de l'engagement, je dirais pas plus que citoyen, humain et âmement divin, c'est-à-dire vraiment cette connaissance que Dieu, il est pas dans l'assise, il est dans l'action, il est dans la participation, il est dans le fait de dire les choses, parce que dire, c'est exister. Et je te remercie de cette amitié que tu m'as toujours donnée. Voilà, ma chérie, parce que voilà, tu es une mère formidable et ça, je pense que c'est aussi tout à ton honneur parce que moi, je t'ai vu pendant toutes les années où tu t'es occupée de tes enfants. Et, euh, et je sais quelle rigueur et quel dosage d'amour éternel tu leur as donné, et avec toujours cette conscience de vraiment leur transmettre ce message divin qui est de se transcender et d'aller au-delà de ce qu'on peut donner. Et ça, je pense que tu l'as fait avec tes enfants, tu l'as fait avec ton mari, ton entourage, ton engagement politique, citoyen, spirituel. Et j'espère qu'en tout cas, aujourd'hui, tout le monde verra, au-delà de la femme, en tout cas de l'action, la femme de cœur que tu es. Parce qu'en tout cas, nous, en tout cas, toutes tes amies qui sont autour de toi, on est très honorés que Dieu nous ait fait partie de ta vie. Et on espère encore longue notre chemin, ma chérie. Merci. Merci, ma Sabour, je t'aime. Merci Merci. beaucoup, ça va, pour ce beau témoignage et ces belles paroles qui nous vont, nous aussi, droit au cœur. Hein, ça nous fait énormément plaisir. Et merci d'avoir pris de votre temps puisque vous êtes actuellement en garde à la maternité. J'espère que tout se passera bien pour toutes ces mamans qui sont en train de donner la vie. Ismahan, le temps file Oui. et j'aimerais quand même qu'on parle de ton cheminement. Alors, Sabah, on a parlé un tout petit peu. Et quand on discutait ensemble, alors tu m'as parlé cette quête du divin, cette quête du sens. Tu m'as parlé d'un retrait dans un cloître. Tu as intégré un cercle bouddhiste. Oui. Tu as intégré des cercles soufis, la tariqa naqshbandiya, la tariqa tijaniya. Tu as même rencontré le Cheikh Bamba de tariqa mouridiya. Tout ça, ça a duré plusieurs années. On sent qu'il y a une quête, il y a une soif, il y a une recherche. Oui, tout à fait. Et vraiment, cette soif, cette recherche, ce voyage, et, j'ai mis plusieurs années, évidemment, à en saisir toutes les aspérités, tous les recoins
parce que ça vient de loin. Il y a évidemment, c'est inscrit dans ce qu'on appelle l'épigénétique. Et en même temps, parce que je suis quelqu'un qui fonctionne, euh, y compris sur le registre spirituel, il faut que j'ai cet alignement constant, c'est-à-dire euh, mon cœur et mon âme doit être alignés avec ma raison et avec mes tripes. C'est-à-dire que quand je m'engage dans un projet, que je m'engage pour une cause, que je m'engage justement, que ce soit pour arriver après à PSM, j'ai besoin en fait de comprendre avec mon cœur, mon âme, ma raison, avec mes tripes, ce dans quoi je m'engage, parce que je sais que quand je vais y adhérer, par la grâce de Dieu, je sais que ce sera pour l'éternité. Et j'ai besoin de ça, comme j'ai besoin d'air pour respirer. Et c'est pour ça que, même si évidemment je suis inscrite dans une tradition, dans une lignée, dans une foi qui est la foi et la pratique musulmane, et j'avais besoin d'explorer, en tout cas j'avais besoin parce que c'est le chemin que Dieu m'a réservé, ça c'est une intime conviction. Donc je suis passée, oui, parce qu'en même temps, quand j'étais petite, j'ai beaucoup fréquenté des sœurs catholiques, puisque c'est les sœurs catholiques qui nous accompagnaient à l'école, ainsi de suite. Après, donc, et j'étais passionnée en fait par ces sœurs, et je voulais vraiment me retirer dans un cloître. Après, en cheminant, je me suis rendu compte donc c'était peut-être pas la bonne façon d'être au monde. Après, bah oui, cercle bouddhiste, parce que, alors je dis cercle bouddhiste, j'ai jamais dit que j'étais bouddhiste, hein. J'ai adhéré à un cercle bouddhiste pendant 2 ou 3 ans, parce que pareil, là aussi, le besoin, la quête de spiritualité, de sens, là aussi, ben, j'en suis sortie de manière très paisible. Ça n'a jamais été des ruptures, en fait, hein. C'était en fait un chemin, en fait, un parcours. Donc, la tariqa, Naqshbandiya, ça a été des moments là aussi, des moments d'éternité. Moi, j'appelle ces moments en fait d'intense en fait profondeur et d'aspiration au divin, vraiment des moments d'éternité. Et j'ai vécu des moments avec des frères et des sœurs du monde entier dans cette confrérie soufie, mais magnifique. Et alors, le fil rouge, c'est que à chaque fois, ce qui me manquait, je sentais qu'il me manquait quelque chose. Et ce qui me manquait, je l'ai découvert en fait en commençant donc à prier avec ma foi musulmane, c'est que ce qui me manquait en fait, c'était ça. C'était en fait que cette spiritualité, cette foi qui nous porte et que Dieu a inscrit justement en nous, il fallait qu'elle s'incarne dans l'action. Je n'ai jamais conçu, je ne conçois pas, je ne concevrai jamais la spiritualité et le dépôt divin qui est en nous comme quelque chose en fait qui est juste pour nous ou en tout cas dans un cercle restreint. C'est-à-dire que cette spiritualité, cette foi dont nous sommes porteuses et porteuses comme des témoins devant Dieu, devant les nôtres, mais devant tous les autres aussi, les êtres humains, pour moi, elle doit s'incarner dans l'action. Donc c'est une spiritualité qui est au service de l'action et l'action se nourrit de cette spiritualité. Et c'est pour ça que je dis ça, voilà, le cercle vertueux. Et c'est là que j'arrive donc en 2000 à PSM. C'est ça. Alors, justement, cette rencontre avec l'association Participation à la spiritualité musulmane, en fait, il y a toujours des symboliques, c'est incroyable parce que quand on discutait, tu m'as dit que tu avais croisé quelque part le chemin de PSM toute jeune dans la bibliothèque de ton Ouais. papa. Ah oui, absolument. En fait, je connaissais l'école, donc l'école PSM, avant de connaître véritablement de manière matérialisée PSM. Tout simplement parce qu'en fait, j'étais tombée dans la bibliothèque de mon papounet aussi, qui est une bibliothèque fournie et très éclectique à l'époque, toujours d'ailleurs, sur un livre qui s'appelait La Révolution à l'heure de l'islam. Et alors ce livre, je me suis dit, ben voilà, c'est ça. Tout ce à quoi j'aspire en termes de spiritualité, d'action, d'engagement au service de la justice, en fait, je l'ai trouvé dans ce livre
Et je l'ai parcouru. Alors, je l'ai pas parcouru de la même façon que je l'ai reparcouru après, quand je suis rentrée dans PSM, mais c'est un des livres en fait euh, fondateur et en même temps qui vient sceller quelque chose que je pressentais en moi qui était présent, mais dont je n'avais pas les outils pour en décrypter en fait l'objectif, la portée et le sens. D'ailleurs, on en profite peut-être pour faire un petit clin d'œil à une des personnes qui a été à l'origine de ce contact que tu m'avais commenté, à savoir Karima Chali, à qui on fait un petit coucou si elle regarde cette émission. Un Ismaël, grand coucou, un grand coucou et de gros bisous d'amour parce que c'est un de mes trésors aussi. Hein. on parlait de livres et dans cette émission, on a une rubrique aussi qui s'appelle Un livre. Ouais. Le principe est simple, c'est quelle est ta dernière lecture, qu'est-ce que tu es en train de lire actuellement, et un livre qui t'a marqué et qui t'a inspiré. Alors cette question, Karim, elle est très difficile parce que je ne lis jamais qu'un seul livre. Je lis toujours plusieurs livres en même temps parce que j'aime bien croiser les registres et en tout cas, c'est un petit truc pour celles et ceux qui ont du mal à lire. Quand on croise les registres de lecture, hein, ça facilite la lecture de chacun des livres. Mais bon, ça c'est. Donc, le livre que je suis en train de lire en ce moment s'appelle Parole en haut, silence en bas, d'une académicienne française. Et en fait, le sujet, il est passionnant et il est d'actualité, mais il est vraiment, en fait, de manière transversale. Il peut se décliner à toutes les époques, mais surtout à cette époque-là, c'est en fait comment l'accès à la parole est inégal selon que vous serez riche et puissant ou que vous serez pauvre et invisible, j'ai envie de dire. Donc c'est là donc l'accès à la parole et qui détient la parole, l'accès aussi à géométrie variable, à la liberté d'expression, qui détermine qui a droit ou pas droit à la liberté d'expression. C'est un petit fascicule qui se lit vraiment très rapidement et voilà et que je lis en ce moment et qui me donne des outils dans la mise en œuvre de comment s'emparer de la parole et comment s'autoriser à prendre la parole. Un livre, alors là aussi c'est une colle, un livre qui m'a vraiment, il y en a plusieurs évidemment. Hein. J'avais pensé à deux livres, si tu me permets, une petite incartade à Allez, la règle. tu Voilà. peux y aller. Merci. Premier livre, j'en ai souvent parlé, je l'ai souvent cité. C'est un livre c'est un livre d'entretien avec un cardinal qu'on appelle le cardinal des pauvres. Et c'est l'archevêque, en fait, de la ville de la capitale du Honduras. Et ce cardinal s'appelle Oscar Rodriguez Maradiaga. Et ce livre, c'est un entretien avec lui. Et ce livre s'appelle De la difficulté d'évoquer Dieu dans un monde qui pense ne pas en avoir besoin. Et il est formidable parce que ce cardinal, alors hormis le fait qu'il parle 5 à 6 langues, qu'il joue autant d'instruments, qu'il conduit des avions, il est au service des pauvres et surtout, en fait, il se déplace à l'ONU pour prendre la parole, dénoncer un ordre du monde profondément injuste, il est aux côtés des opprimés, il lutte contre la corruption au Honduras. Bon, voilà, c'est un de mes alter ego, en fait. Et donc, je vous encourage vraiment, téléspectatrices et téléspectateurs, à vraiment vous les procurer. Il se lit très facilement, parce que c'est un livre d'entretien avec un journaliste sur des questions économiques, politiques, éthiques, environnementales. Et l'autre livre aussi que j'ai lu il y a quelques années, mais qui m'a bouleversée, c'est un livre d'une autrice d'origine turque, fille de diplomate, Elif Shafak, et qui s'appelle Soufi, mon amour. Et ce livre, Soufi, mon amour, c'est un pavé aussi, mais il est magnifique. Et je remercie ma Sabour d'ailleurs parce que c'est elle qui m'avait recommandé sa lecture. Et en fait, c'est l'histoire en simultané d'une femme qui vient d'avoir 40 ans et qui s'est consacrée donc à son foyer, au fait d'élever ses enfants,
et qui, en fait, à 40 ans, reprend une petite activité professionnelle pour une maison d'édition et qui tombe, en fait, sur un livre. Et ce livre, en fait, c'est le voyage initiatique de Shams-ed-Din Tabriz, donc le soufi, et en fait, qui fait un voyage initiatique pour aller rencontrer celui qui va devenir son maître et qui est Rumi, Jalaluddin Rumi. C'est un livre bouleversant, poignant, spirituellement, qui nous met dans voilà, qui nous fait nous élever. Et il est bouleversant à plus d'un titre et il m'a profondément bouleversée. Et voilà, et j'encourage, et je sais que beaucoup de téléspectatrices surtout l'ont déjà lu, en ont été autant, sinon plus bouleversées que moi. Et je le recommande. À chaque fois que je rencontre quelqu'un, je dis, est-ce que tu as lu Soufi mon amour? Donc, Soufi mon amour, d'Elif Shafak. Voilà, donc voilà, le décor est planté avec, donc on attend juste le déconfinement, on achète le livre et on se déplace à Paris pour le lire sur tous ces endroits que tu as commentés tout à l'heure. Merci Voilà. Ismahan. On arrive alors, à la fin de l'émission, mais je me rends compte qu'il y avait tellement de choses encore à dire qu'on n'a pas pu dire, mais on va déborder parce qu'on est comme à la maison, et bon, voilà, comme à la maison, et quand on est accueilli à la maison, des fois on déborde. Voilà. Et donc on va se permettre de déborder un petit peu sur le programme parce que je voudrais quand même qu'on parle d'une question qui te tient énormément à cœur, qui est celle de la question palestinienne. Qui a Oui. occupé une bonne partie de tes engagements, voilà, de tes luttes, parce qu'il n'y en avait pas, il y en a pas qu'une seule, il y en a plusieurs. Mais avant d'aborder, ou bien on va l'aborder autrement cette question-là, puisque on a pour toi une surprise, quelqu'un qui va nous parler de ton engagement, et je te laisse découvrir à travers cette belle vidéo, mais surtout écoutez bien l'audio, et c'est le plus important. Si je devais mettre à l'honneur ma mère, donc toi, maman, il y a beaucoup de situations auxquelles je pense. Mais je prendrai celle du jour où tu es montée sur la flottille pour Gaza, en 2011 par exemple. C'est le bateau où tu y étais qui avait pour but de briser le blocus qu'impose Israël à des millions de Palestiniens. Beaucoup de journaux et de chaînes de télé en ont parlé. J'avais exactement 12 ans. Et c'est vrai qu'à 12 ans, il est difficile de comprendre réellement ce qui se passe. Et je sais que tu sais très bien de quoi je parle. Parce qu'il y a 10 ans, je n'ai pas tout à fait compris. Je n'ai pas compris pourquoi tu faisais tout ça, pourquoi s'engager avec tous les risques que cela comprenait. Pourquoi toi? Pourquoi tu faisais ça? À quoi bon? Il faut croire que j'ai pensé un peu trop vite parce que quelques années après, moi-même j'ai voulu m'engager et j'ai eu cette âme de vouloir combattre aussi toutes les injustices comme toi. Les non-dits. J'ai voulu aussi combattre les non-dits comme tu l'as fait sur les conflits qui mêlent systématiquement et toujours les musulmans, ce qui m'a valu d'ailleurs quelques exclusions de cours. Mais quelques années après, j'ai compris en réalité pourquoi tu avais fait tout ça. Que tu nous as toujours appris que c'était facile de s'asseoir et de condamner les injustices qui se passaient, là par exemple en l'occurrence en Palestine. Tu ne t'es pas contenté de te dire « c'est vrai que ce qui se passe n'est pas bien ». Non, tu nous as appris que le silence était une forme de consentement, que le silence est synonyme de consentement, que le silence est le consentement. Donc tu t'es levé, rebellé, commencé à boycotter tous les produits israéliens pour au final finir par monter sur cette flottille, pour t'engager physiquement. On te voyait passer à la télé, tout le monde était heureux. Et pour ça, tu ne peux être que fier de toi parce que tu ne l'as pas fait pour que les gens te disent félicitations ou que l'on te jette des fleurs. Bien au contraire, tu ne voulais pas que les images soient diffusées et tu ne voulais que très rarement qu'on te voie à l'antenne. Tu l'as fait parce qu'au fond de toi, il t'était indispensable, même à petite échelle, de mettre terme à tout génocide, en l'occurrence celui de Palestine. Même si je ne te l'ai jamais dit, je pense qu'aujourd'hui tu peux être fier de toi, parce que moi je le suis. Tu as toujours cherché à combattre les injustices, peu importe finalement qui était concerné et qui cela touchait. Une injustice reste une injustice, aussi petite soit-elle. D'ailleurs, il n'y a pas de petite injustice. En 2011, tu es monté sur ce bateau pour la liberté de Gaza, mais aussi pour ta propre liberté. Car comme l'a dit Nelson Mandela, et d'ailleurs une pensée que tu as toujours partagée avec, notre liberté est incomplète sans la liberté du peuple palestinien. Je me fais en cela le relais du fait que nous ne céderons jamais. Je vous remercie.
Man. Je te parle plus, Karim. Beaucoup d'émotions, je suis désolé. Je sais qu'il y a beaucoup de choses. Et, on a été émus, nous, quand on a reçu ce témoignage de ta nounous, comme tu l'appelles. Ma douce. Tellement de choses qui ont été dites. Et, euh, et je retiens que voilà, elle avait 12 ans, elle n'avait Oui. pas tout compris. Mais au final, elle dit, maman, je suis fière de toi. Je ne te l'ai jamais dit, mais je suis fier de toi. Je pense que tu as de quoi être fier de toi, Ismaël, de ce parcours, de ces engagements, de ces années d'éducation que vous avez, avec ton mari, fait pour avoir des beaux enfants comme ça. Et ce qui nous intéresse, nous, sur cette question peut-être qui nous dépasse et qui est pas simple de la question palestinienne, nous, on voulait faire un focus justement sur ce voyage que tu as fait sur la flottille. Et on a eu le témoignage de Nusseïba qui, elle, des hauts de ses 12 ans, se posait la question. Et c'est vrai qu'on a envie de comprendre qu'est-ce qui se passe au sein du foyer quand tu décides de partir et à un moment donné, tu dois dire adieu parce que tu n'es peut-être pas sûr de revenir. Oui, absolument. Je te laisse commenter tout. Alors, ce qui est sûr, c'est que quand je décide de partir, après évidemment la prière de consultation, après m'être concertée avec mon mari, c'est quelque chose en fait j'emploie souvent ce terme de m'habiter parce que c'est vraiment ça. Et je veux dire, cet appel en fait, il était plus fort que tout. Cet appel en fait qui émanait du plus profond de moi à l'intérieur, c'était en fait que je ne pouvais pas l'ignorer. Je ne pouvais pas l'ignorer parce que je savais que si je l'ignorais, ça aurait été terrible pour moi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au moment en fait où je pars, bien évidemment que je fais mes au revoir, pas mes adieux. Les adieux, ça va venir là-bas une fois que je serai sur place. Mes au revoir voilà, à mon papa, à ma maman, mes soeurs, mes frères, tout le monde, mon mari, mes enfants, où je leur explique ce que je vais faire, pourquoi je vais le faire, malgré leur jeune âge. Voilà, et je pars et je pars le cœur léger, en paix, parce que bon, je sais qu'alhamdoulilah, je laisse ma famille, mes enfants entre les mains de Dieu, et je laisse les enfants entre les mains d'un papa formidable qui n'a rien à apprendre, où j'ai pas besoin de lui expliquer quoi faire, il sait déjà tout faire depuis qu'ils sont tout petits. Donc voilà, c'est que pour le coup, vraiment, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais moi j'avais le sentiment qu'on était vraiment interchangeables, mon mari et moi, par rapport à l'éducation de mes enfants et par rapport à leur sécurité. Et c'est quand j'arrive là-bas, en fait, sur place, qu'on assiste au sabotage des différents bateaux, parce qu'il y a plusieurs bateaux dans la flottille de la Liberté pour Gaza qui viennent du monde entier. Et le port d'attache, c'est le port du Pirée à Athènes. Et c'est là où, jour après jour, voilà, le bateau américain a été saboté, le bateau français, notre bateau a été saboté aussi. On sait très bien que le Mossad est sur place. On sait très bien qu'on est suivi. Même moi, je me fais dérober mon sac avec mon argent, mon passeport. Voilà. Et le moment, vraiment, le moment crucial, le moment le plus important, essentiel, c'est la veille du départ. La veille du départ du bateau français qui doit rejoindre les autres bateaux afin, au large en Méditerranée, de former la fameuse flottille. La veille au soir, donc les uns et les autres, donc les passagers, tout le monde appelle ses proches et tout. Et je venais d'assister, moi, l'après-midi, à une mise en situation. On avait des formateurs à la communication non violente et ils nous ont mis en situation sans nous prévenir, en fait. Et la simulation à laquelle j'assiste, elle est tellement traumatisante et traumatique que là, c'est là, en fait, que je prends conscience, et pas que moi d'ailleurs, de ce vers quoi on va, en fait. Et cette simulation, c'est la simulation où l'armée israélienne, en fait, aborde donc et arraisonne donc notre bateau. Comment, d'après les expériences de personnes qui sont déjà parties, comment on va être traité, qui risque le plus avec l'établissement d'une typologie.
Et c'est là où je me rends compte que je suis la seule femme voilée sur toute la flottille de tous les bateaux du monde entier et que je suis les personnes qui risquent le plus de l'armée israélienne. Et donc après cette simulation traumatisante, le soir, donc j'appelle, j'avais un téléphone satellitaire, donc j'appelle mon mari, j'appelle mes enfants. Donc je parle à mon mari, je lui explique la situation, que là je viens de comprendre que peut-être donc peut-être je reviendrai pas. Donc voilà, donc je lui demande pardon, on se demande pardon, je lui dis adieu. Et là, il me passe mes enfants et ça a été un moment terrible. Et donc je leur dis au revoir, que je les aime, que de toute façon ils seront jamais seuls, que je leur laisse leur père, je leur laisse Dieu, alhamdoulilah. Et quand je raccroche, c'est là où en fait, je m'écroule. Voilà, je m'écroule mais vraiment, parce que c'est là que j'ai compris ce que ça voulait dire en fait risquer sa vie. Alors que j'ai jamais, même maintenant quand je fais des choses que tout le monde croit insensées, j'ai pas cette notion de risquer ma vie en fait parce que je le fais comme je le fais. Je le fais au nom de Dieu, pour mes principes, pour des valeurs universelles, pour la justice. Pour moi, qu'est-ce que vaut une vie par rapport aux injustices en fait que vivent d'autres et notamment les Palestiniens depuis plus de 60 ans. Et là, je ressens une vraie détresse. Et bon, je prends sur moi les camarades, les députés qui étaient avec nous, les élus, tout. Voilà, on était très solidaires parce que là, on a vraiment vécu un moment le mot qui me vient, c'est de sahba, de compagnonnage, où on est lié là, vraiment, à la vie, à la mort. Donc, voilà, on mange, on est au restaurant, on mange. Et à ce moment-là, je reçois un message et un appel. Le message, c'est un message du frère Sharaf et c'est un message très simple, très court qui me dit Salam alaikum Snehel, ne sois pas triste, Dieu est avec toi. Et tout de suite, j'ai pensé à l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Abu Bakr dans la grotte. Et déjà, je sais pas comment vous dire, je le fais avec ma main parce que mon cœur s'est apaisé instantanément. Et l'appel que j'ai reçu, c'est de ma chérie Karima Chaidi. Elle me dit, je sais que vous partez demain. Et donc voilà, elle voulait m'envoyer tout son amour, ses invocations, ses doigts. Moi, je lui explique que voilà, demain, ça va être compliqué parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Et quand je raccroche, c'est reparti pendant l'an 40. Et alhamdoulilah, je suis apaisée et je sais que il peut se passer ce qui se passera le lendemain au départ du bateau et même après si il y a un raisonnement quoi que ce soit. Alhamdoulilah, je sais que je suis à ma place. Ouais. On voit bien que voilà, cette histoire, telle que tu la racontes, elle est extraordinaire. Et j'avais envie de dire aujourd'hui, regarde Nusayba, quand elle en parle, c'est que Ouais, ça l'a marqué, ça l'a formé en fait. C'est ouais, pour dire que ces engagements que nous avons au quotidien, ils imprègnent nos enfants, ils imprègnent notre entourage tout entier. Alors peut-être une petite note de légèreté sur cette histoire-là aussi, parce que quand on avait échangé ensemble, tu m'avais dit qu'à ton retour, les choses se sont passées quand même autrement vis-à-vis surtout de ta maman. ah oui. Elle m'a passé un savon de chez Savon. Elle m'a dit plus jamais. Bon, elle était contente, elle m'a serré dans ses bras, mon papa aussi, mes frères, mes sœurs, tout le monde, mon mari, mais pas tout le monde, ma belle famille. Tout le monde était super contente. Donc, je sais pas, soit de me revoir, soit de me revoir en vie surtout. Et mais c'est là que ma mère, en fait, je crois que ça a été trop pour ma maman, en fait. Et elle m'a pris à part, elle m'a dit, ne refais plus jamais ça de ta vie. Elle m'a dit, j'ai eu la frayeur de ma vie. Elle m'a dit, j'ai pas dormi une seule minute, je m'inquiétais, j'arrêtais pas de faire des draps, et là, j'ai pris la mesure, alors que ma mère, autant au départ, elle était plutôt légère. Donc après, j'ai compris, ça, c'est l'abnégation, le sacrifice du maman qui est capable de mettre
en arrière-plan, en fait, ses craintes, ses frayeurs pour le bien-être de son enfant, voilà, pour pas me plomber. Mais elle m'a dit, plus jamais tu me fais ça. Elle m'a dit, tu fais ce que tu veux, tout ce que tu veux, mais plus jamais tu repars comme ça, en fait. Voilà. Mais Ismaël, n'empêche, il nous reste quelques minutes avant la fin de très cette bien. belle émission et je te laisse le choix de la rubrique à venir. Alors, on a deux rubriques, soit une parole, un commentaire, et donc là, bah, tu connais le principe. Je pioche Ouais, une parole avec une belle intention, tu la commentes. Et il nous reste une oui. photo qu'on a reçue que tu n'as pas commentée parce que, faute de temps, on n'a pas pu la projeter. Donc, au choix. Oh, là, tu es en train d'attiser ma curiosité. Qui t'a envoyé une photo? Mais alors, mais est-ce que tu es un super investigateur, hein? Une photo, oh, Tu optes pour la photo? on va aller la photo. Allez, on projette la photo et tu nous la commentes parce que celle qui nous l'a envoyée nous a dit qu'il s'était passé quelque chose dans cette cathédrale. Regarde. Ah, ah, ça fait un moment d'éternité encore. Ça boit. Moi aussi, je vais régler des comptes. Alors là, nous sommes à Édimbourg, en Écosse, et nous sommes, j'ai oublié comment elle s'appelle cette abbaye, mais magnifique abbaye. Et, euh, et donc, je suis en train de la visiter. Et je suis avec Sabah, hein, la sage-femme qui a témoigné. Et donc, on circule entre les allées. Bon, enfin, on se perd de vue un peu avec Sabah, chacune à admirer, voilà, cet endroit oui, qui est magique, qui est empreint de sérénité et de paisibilité. Et je suis face à la nef. Et donc, je suis en train de regarder, d'admirer les détails architecturaux. Et je sens la présence donc de quelqu'un en face de moi. Donc, c'était un Écossais. Et à ce moment-là, qu'est-ce que me dit ce monsieur qui a surgi, je ne sais d'où, d'ailleurs j'ai dit à sa barre après, je ne sais pas d'où il a surgi ce monsieur. Et en fait, qu'est-ce qu'il m'a dit en anglais? Donc moi j'étais en train, donc comme il me regardait, donc je lui ai dit en anglais, donc je lui ai dit c'est vraiment magnifique, c'est majestueux. Et lui en fait il m'a répondu, et il m'a dit il m'a dit c'est vous qui êtes magnifique, c'est vous qui êtes magnifique ici. Alors quand on dit des moments d'éternité, euh, parce que c'est des moments d'espoir intense et infini. Parce que, comme disait notre cher Abdelhazar la semaine dernière, confronté à la laideur, parfois, à l'injustice, souvent, euh, il y a toujours des moments où quand on s'exile, en fait, d'un bel exil vers le beau, le vrai, le juste, Dieu nous envoie des moments d'éternité via des personnes qui vous disent des choses, mais vraiment qui annihilent, qui font disparaître et qui invisibilisent voilà, toutes les attaques, toutes les oppressions, toutes les difficultés, tous les malheurs auxquels, justement, y compris dans ce temps, dans ce moment-là, en tant que femme musulmane qui porte un foulard, on peut être confronté. Et que c'est sur ces moments-là d'éternité, d'espoir, d'espérance, dans le meilleur, on garde cette flamme qui nous permet de continuer à avancer, pas simplement pour nous-mêmes, pour les nôtres, pour ceux qu'on aime, nos êtres chers, mais véritablement pour tous les êtres humains. Et ce moment, dans cette abbaye à Édimbourg, à ce moment-là, avec un de mes trésors qui est Massabourg, fait partie de ce moment-là. Merci beaucoup, Ismaël, pour ce beau partage. Alors, le mot de la fin, il sera pour toi, hein. C'est toujours comme ça dans cette émission. C'est notre hôte qui nous fait le mot de la fin. Donc, je te laisserai le partager avec nos téléspectateurs. Je ne sais pas si tu as vu, on est déjà à 1h30 pour une émission qui devait durer 1 heure. Et j'ai dû faire de l'élagage. Tu ne peux pas imaginer l'élagage que j'ai dû faire sur tout ce que je voulais que tu dises. Mais malheureusement, le temps ne nous le permet pas.
De mon côté, moi, je tiens à remercier notre enquêtrice, celle qui m'a beaucoup aidé pour collecter toutes ces informations, Madame Soumia Drouri, que tu connais très bien, Ismaël, et qui, Ah, en un catimini, trésor, un autre de mes trésors aussi. que je remercie beaucoup. Je remercie toute l'équipe technique qui travaille de jour et nuit pour la préparation de cette émission. Et n'hésitez pas à commenter, à aimer, à liker, à vous abonner à nos chaînes Facebook, YouTube, Instagram et tous les réseaux sociaux. Notre prochain rendez-vous, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec notre invité nous serons accueillis chez la famille de Farid Boudren Istanbouli. Rien que le nom, il nous donne envie de voyager. Donc Farid, ça sera à toi. Je sais que tu nous regardes, donc ça sera chez toi la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne fin de Ramadan, une très bonne rupture du jeûne à toutes et à tous. Et puis, je nous souhaite à tous la santé et la paix. Ismaël, le mot de la fin, il est pour toi. Je te laisse carte blanche. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Merci Karim, merci à toute l'équipe et merci à toutes celles et ceux qui ont travaillé à cette émission et mention spéciale à toutes et tous mes trésors. Ce mot de la fin, moi j'avais envie de le dédier à toutes les femmes du monde entier. Pas pour discriminer évidemment l'autre moitié de l'humanité, mais juste parce que actuellement, dans ces temps difficiles, c'est vrai que en tant que femme musulmane, qui porte un foulard, on aurait, je dis bien, on aurait tendance euh, à être désabusé, à se laisser aller, à baisser les bras. On aurait tendance aussi à ne plus vouloir continuer à lutter, à combattre, à défendre des idéaux, des principes, des valeurs. Mais moi, j'ai été élevée avec une phrase que ma mère et ma grand-mère, paix à son âme, m'ont répétée depuis que je suis toute petite. Et elles m'ont toujours dit, il n'y a pas plus courageux qu'une femme. Et donc, c'est pour ça que spéciale dédicace donc à toutes ces femmes, mes sœurs, mes chéries, comme je vous appelle, qui se reconnaîtront toutes, hein, en assise, ailleurs, au travail aussi, mes amis de cœur. Donc, mes sœurs en Dieu, à mes sœurs en humanité aussi, qui m'ont accompagnée depuis toutes ces années, qui ont dépassé leurs blocages, leurs barrières mentales, idéologiques, culturelles et autres, et qui m'ont fait grandir humainement, spirituellement, intellectuellement aussi. Donc, spéciale dédicace. Et cette spéciale dédicace, j'avais envie de faire parler une très belle parole en lien avec le livre un des livres en fait qui m'ont marqué. C'est une parole de Jalaluddin Rumi et qui dit que les femmes sont un rayon de la lumière divine. Donc à toutes ces femmes, ici, ailleurs, jeunes, moins jeunes, nos aînés, nos mamans, nos grands-mamans, toutes en fait, qui sont toutes des héroïnes dans mon cœur, en tout cas pour moi, qui ont façonné ma personnalité et la femme que je suis aujourd'hui, à mes filles, à ma nounous, à ma soussou, Soumaya, à ma maman, à ma grand-mère et à toutes ces femmes en fait qui ont façonné l'histoire, qui continuent inlassablement dans la lumière ou dans l'ombre, de manière visible ou invisible, à travailler au meilleur pour toute l'humanité. Vraiment, je vous dédie cette parole, cette sagesse de Rumi et je souhaite et je prie le tout rayonnant d'amour qu'il soit votre viatique pour tenir et tenir bon et ne jamais, jamais, jamais renoncer à votre dignité, à qui vous êtes. Et ne laissez jamais personne vous définir en dehors de vous-même. Et soyez vous-même, brillez. Et en tout cas, je vous dédie tout mon amour et du coup, mention spéciale aussi à tous ces hommes, à tous nos hommes, voilà, nos fils, nos frères, nos papas, nos grands-papas, nos maris, qui nous accompagnent afin que nous puissions justement déployer ce rayon de la lumière divine que chacune d'entre nous est.
Merci infiniment et à vos commentaires et surtout à vos invocations, s'il vous plaît. Salam alaikum wa rahmatullah.